façon de voyager. Bien de nous suivre à l'instant, messieurs et mesdames, regardez de vous servir cette grande édition soir. Bienvenue et merci d'avoir choisi la télévision Tambara pour vous informer. La nouvelle session d'information est pour son entame, célébration hier, 3 août 2020, du 60e anniversaire de l'indépendance du Niger. Pendant que les festivités s'est déroulées à Agadez, ici à Niamey, c'est le Premier ministre accompagné du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey qui a présidé la cérémonie de plantation d'arbres. Le compte rendu de Ralia Sami sur les images de nos confrères de la télévision Dunia. 1960-2020, cela fait exactement 60 ans que le Niger a accédé à son indépendance. Cette année 2020, c'est la région d'Agadez qui abrite les festivités commémoratives de cette fête d'indépendance. Pendant ce temps, ici à Niamey, le Premier ministre Birji Rafini accompagne le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey dans une série de plantations d'arbres en face du pavillon présidentiel. Une initiative que le Premier ministre apprécie à sa juste valeur. Il s'agit pour cette opération que dorénavant, chaque année, au moins un habitant, un arbre. Pour la ville de Niamey, c'est cet objectif qu'il s'est donné. Un habitant, un arbre. Donc environ 1 million et quelques 1 500 000 plants qui vont être plantés aujourd'hui, Inch'Allah. Donc je voudrais vraiment féliciter le président de la délégation spéciale de Niamey et souhaiter que cette expérience se multiplie, qu'elle se généralise sur toute l'étendue du territoire et que chaque commune fasse l'effort chaque année de planter autant d'arbres qu'elle a d'habitants. C'est à notre portée. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc, non seulement les planter, mais j'insiste beaucoup, il faut les entretenir, ces arbres. Donc voilà une innovation encore cette année. Et je voudrais encore une fois réitérer mes félicitations à la délégation spéciale de Niamey qui a pris vraiment le devant de cette opération que nous souhaitons voir se généraliser sur l'ensemble du territoire de notre pays qui en a fortement besoin, un pays plus que à moitié désertique. Il nous faut bien cette résolution pour que les arbres soient notre préoccupation, une de nos préoccupations premières. Bonne fête et plantons des arbres et entretenons-les. Pour le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, c'est un défi que de reverdir la ville de Niamey. Plusieurs associations se sont mobilisées, vont planter des espaces, vont planter des rues, vont les entretenir avec l'encadrement, le soutien de la ville de Niamey. Il y a aussi les chefs de quartier qui se sont mobilisés avec les comités de quartier pour planter des espaces dans les quartiers et les entretenir. Cela va nous permettre d'atteindre ce défi de faire de la ville de Niamey la ville sahélienne la plus verte. Nous interpellons les populations à ne pas laisser divaguer les animaux et à entretenir ces plants pour que tous ces arbres puissent grandir et faire de Niamey une capitale verte. Le 3 août, c'est aussi la fête de l'arbre. C'est ainsi qu'à cette occasion, environ 1 500 000 arbres seront plantés cette année à travers la capitale pour faire de Niamey une ville verte. Et vous pouvez suivre en fin de cette édition l'entretien que nous a accordé le professeur Sanoussi Tambadjakou sur l'historique de cette fête de l'indépendance de notre pays. Ce sera la partie magazine de cette édition. Le 3 août de chaque année, l'on procède à tous les niveaux à des séries de plantations d'arbres un peu partout dans le pays. Mais qu'en est-il de l'entretien de ces plantes? Élément de réponse avec Ralia Sami dans ce commentaire.
Chaque année, à l'occasion de la fête de l'arbre, ce sont des millions d'arbres qui sont plantés un peu partout dans le pays. L'objectif étant de reboiser et reverdir au maximum le pays et aussi préserver l'environnement écologique. Seulement, une chose est de planter des arbres, mais en prendre soin en est tout une autre. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des plantations à l'occasion de la fête de l'arbre. Si pour ceux qui sont au bord du goudron de la voie express reliant l'aéroport au centre-ville de Niamey, une attention particulière leur est accordée, offrant ainsi un visage jovial à ce tronçon de route, force est cependant de constater qu'il n'en est malheureusement pas le cas pour certaines plantations, qui depuis la cérémonie de leur plantation ont été abandonnées et délaissées à leur propre sort. Un tour sur le boulevard Tanimoun nous permet de constater le manque d'entretien dont souffrent certains arbres plantés. Mais cette année, avec le projet de plantation de 3 millions d'arbres de la ville de Niamey, les autorités de la ville se sont engagées à leur apporter toute l'attention nécessaire pour pouvoir atteindre l'objectif assigné à ce projet qui est de faire de Niamey une ville verte. Ceci contribuera également à embellir notre capitale et de la rendre coquette à l'image des autres capitales de la sous-région. Seulement, pour arriver à ce stade, il faudrait un engagement de toute la population aux côtés des autorités. Sur un tout autre plan, 2 jours après la fête de Tabaski, l'heure est à l'écoulement de peaux de bêtes sacrifiées. Comment se déroule cette activité? Reportage signé Aïssa Adamou et Kantam Ibrahim. Bien au-delà de son aspect festif et religieux, la Tabaski est aussi une occasion de gros business. Des opérations Tabaski en passant par la collecte de peaux. En effet, ils sont nombreux à s'adonner à ces business très rentables. Mais fort est de constater, contrairement aux années antérieures, cette année, suite à la pandémie du Covid-19 qui a entraîné la fermeture des frontières, ces business d'exportation est au ralenti. an sayi $50, an sayi $40, an sayi $30. Shekara ga ta bana ai ba sai an faɗa ma kowa san lalura da aka cika corona ga shine aka matsala kasuwanci duka ya lalace duka da Afirka da Turai duka kasuwanci ya lalace ba ta sai Turai don babu hanya ko ina an rufe babu hanya ƙasa babu ta sama don an rufe yanzu an samu gishiri inda tsawon sati guda sati biyu ba ta komi an samu gishiri tana daɗewa sati guda sati biyu ba ta komi. Il est à noter que cette peau sera transformée en produit utilitaire, ce qui fait de ce business une véritable source de revenus pour notre pays qui est mondialement reconnu comme pays producteur et exportateur de peau. Cap à présent sur Zander, eh bien, nous sommes à quelques 48 heures du début des examens du brevet de titre du premier cycle secondaire, le BEPC, sur toute l'étendue du territoire national. À Zander, les préparatifs vont bon train et c'est ce que nous dira le directeur régional adjoint des enseignements secondaires dans cet extrait recueilli par nos confrères de la télévision Cascade de Zander. C'est vraiment une coutume pour nous. 2 jours avant les examens, donc on fait une réunion préparatoire. Et cette réunion préparatoire, c'est autour du directeur régional des enseignements secondaires, secondé par son adjoint. On a les différents DDS du département. Nous avons 13 DDS, ils sont tous là dans la salle. Nous avons les inspecteurs pédagogiques de l'IPR, les REPS aussi, tous sont tous dans la salle. Et ensemble, donc, on convoque la réunion avec tous les présidents du centre et les présidents du jury de connexion. Nous sommes là juste une façon de se réunir avec tous les staffs, les différents présidents de jury, leur donner des instructions qui nous sont parvenues du ministère pour leur permettre vraiment d'être dans leur centre respectif et de pouvoir préparer eux aussi à leur tour une réunion préparatoire la veille avec les différents membres du secrétariat et les enseignants surveillants des salles. Inch'Allah, le 6, nous allons démarrer vraiment les examens du BPC 2020. Tout est mis en place, nous avons le nombre exact de candidats au BPC, nous avons le nombre exact de différents présidents de jury et le président de centre. Est-ce qu'il y a une nouveauté instaurée cette année ou bien c'est toujours les mêmes dispositions? Ce sont les mêmes dispositions, c'est ce qui se passe presque dans toutes les régions et c'est ce que nous sommes en train de faire. Cette année, c'est pour la première fois l'examen du BPC avec la pandémie Covid-19. Là, quelles sont les dispositions?
Merci vraiment de m'avoir un peu donné la parole par rapport à ça pour nous prononcer. Nous avons déjà pris les dispositions pour pouvoir vraiment contrecarrer cette pandémie. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a donné à chaque président de centre le nombre de papettes requis pour les candidats au niveau des différents centres. Nous avons aussi donné ou bien positionné des dispositifs de lavage de mains, les savons et vraiment tout pour vraiment contrecarrer cette pandémie. Le port des portables par les candidats, là aussi il y a des dispositions. Nous avons la circulaire qui est là, qui nous a été envoyée par le ministère. Il est strictement interdit à chaque candidat de se présenter au centre des examens avec un téléphone portable. Ok, tout candidat qui sera surpris avec un téléphone portable, ok, la loi va faire vraiment sa rigueur là-dessus. Un appel à l'endroit de parents surtout. Vraiment, nous sommes à une période de pluie où il peut pleuvoir toute une journée. Donc vraiment de tout faire pour mettre ces enfants vraiment dans le chemin de l'école pour qu'ils puissent composer. La pluie ne peut pas être une contrainte. Ne peut pas être une contrainte pour un examen. Un examen, on le fait une seule fois et c'est fini. Donc vraiment, j'en appelle à tous les parents vraiment de contribuer, de vraiment pousser ces enfants-là à aller vers les différents centres. Quant aux élèves, je leur demande vraiment d'être vraiment très patients et de pouvoir très bien composer les différents examens, les épreuves. Monsieur Moudi Habou, directeur régional des enseignements secondaires adjoint de Zander. Et en politique, le président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, Monsieur Bazoum Mohamed, continue sa tournée de proximité à l'intérieur du pays. Il était ce dimanche en partance sur Gouré. On fait le point avec nos confrères de l'Orten de Zander. C'était une foule massive qui est sortie très tôt ce dimanche à Myria sous une pluie depuis l'entrée de la ville pour réserver un accueil de grand jour à Bazoum Mohamed, président du parti PNDS Tareya et sa délégation en partant sur Gouré. Prenant la parole, le grand militant Elisabeth de Myria a d'abord remercié la population de cette entité pour cet accueil grandiose réservé au président Bazoum Mohamed, candidat aux élections présidentielles de 2021. Elisabeth a par la suite souligné l'objet de l'arrêt du président Bazoum à Myria, qui est la remise officielle de 3 véhicules aux sections PNDS de Dorum, de Hamdara et de Myriaville, et aussi 7 motos neuves aux autres sections du département. En remettant les clés de ces véhicules et motos, le président Bazoum Mohamed a d'abord salué la population de Myria pour ce grand accueil qui lui a été réservé malgré les fortes précipitations de pluie, avant d'adresser ses vifs remerciements à l'endroit des généreux donateurs pour ce grand geste en faveur du Parti Rose qui va sans nul doute apporter une contribution lors des prochaines échéances électorales. Notons qu'auparavant, l'épouse du président du Parti Rose, Hajia Hadiza Mabrouk, a à l'occasion de la fête de Tabaski rencontré les femmes militantes et sympathisantes du PNDS Tareya pour leur présenter les mains. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'historique sur l'indépendance, la fête de l'indépendance du Niger, retracée par Sanoussi Tambadjakou. Messieurs et mesdames, c'est le point de chute de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne réception et bonne suite de programme. Pour faire l'historique de la célébration de l'indépendance au Niger, ou l'accession du Niger à l'indépendance, il faut peut-être rappeler quelques faits concernant ce pays. Avant 1946, le Niger avait le statut de colonie du Niger au sein de l'Empire français. Je crois que c'est important de rappeler cela
Et avec cela aussi, il faut rappeler le fait que, à partir du 7 mai 1946, les indigènes que nous étions, parce que nous on était nés à l'époque, nous avons acquis la citoyenneté française. On était donc des Français à part entière et non pas entièrement à part. Et nous sommes restés Français de 1946 à 1960. C'est quand on a eu l'indépendance que nous avons abandonné la nationalité française pour acquérir la nationalité nigérienne qui venait d'être créée. Il faut rappeler aussi qu'en 1960, à propos de la nationalité, il y avait des fonctionnaires africains venus des autres territoires de l'AOF, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Soudan, Côte d'Ivoire, Haute-Volta, Dahomey, qui travaillaient au Niger. Ils ont été affectés. Ils travaillent ici au Niger. Maintenant, quand l'indépendance a été proclamée, la France leur a donné le choix entre 3 statuts. Vous qui venez de ce territoire et qui êtes aujourd'hui au Niger en 1960, est-ce que vous acceptez de rester citoyen français? Première question. Ou bien vous devenez citoyen nigérien? Deuxième question. Ou bien vous prenez la nationalité de votre pays d'origine? Eh bien, beaucoup ont pris la seconde option, c'est-à-dire celle de prendre la citoyenneté ou la nationalité de leur pays d'origine. Ainsi, les Sénégalais qui étaient là, les Soudanais, les Voltaïques, les Dahoméens, tous, ils ont pris la nationalité de leur pays et certains même sont retournés dans leur pays. Et ça fait une terrible saignée au Niger, une saignée de fonctionnaires. Beaucoup d'enseignants ont quitté le Niger, ils sont partis. Il y avait aussi beaucoup d'élèves avec nous au lycée, et il y avait aussi des étudiants. Vous voyez donc qu'à partir de 1960, il y avait ce choix-là. Mais ceux qui sont restés au Niger et qui ont choisi la nationalité nigérienne, comme tous les autres Nigériens, ils sont Nigériens avec la nationalité d'origine. Vous comprenez? Ils ont la nationalité d'origine acquise comme nous après la proclamation de l'indépendance. À partir du moment où, le 3 août, ils se trouvaient sur le sol nigérien, eh bien, ils deviennent automatiquement nigériens avec la nationalité d'origine. Ok? C'est important à rappeler. Ensuite, à partir de 1946 aussi, eh bien, la disparité entre la justice française, selon le droit français, le code français, et la justice indigène a disparu. On arrive à l'année 1957, la France a fait adopter et promulguer et appliquer une loi qu'on appelle la loi cadre. Conformément à cette loi cadre, la France donnait une semi-autonomie au territoire d'outre-mer. C'est-à-dire que les territoires semi-autonomes avaient le droit d'avoir des ministres. Le Niger donc a commencé à avoir des ministres en avril-mai 1957. Il y avait 2 groupes de partis. La majorité est détenue par le MSA Sahaba et l'opposition détenue par le RA et alliés. Et Djibo Bakari donc avait la majorité. Son parti avait 41 conseillers, qu'on les appelait conseillers territoriaux, sur 60. Donc l'opposition avait 19
conseiller. 1957. Maintenant, en 1958, avec la guerre d'Algérie, la France ne parvenait pas à s'en sortir, surtout que les Français qui vivaient en Algérie, certains depuis 1870, après la défaite de la France en face de l'Allemagne, et l'Allemagne lui a arraché l'Alsace et la Lorraine, tous les Français ressortissants d'Alsace et de la Lorraine sont partis en Algérie s'installer et ils ont considéré l'Algérie comme leur pays. Eh bien, les généraux français sentaient que le gouvernement français ne gérait pas la situation algérienne selon leur goût. Et ils ont failli faire un coup d'État. Et la France était pratiquement inquiétée et inquiète. Et on était là quand la Constitution adoptée donc au tout le niveau français, elle a eu la majorité, elle a été adoptée par référendum, promulguée le 4 octobre 1958, et toutes les assemblées territoriales ont été dissoutes. On est allé aux élections. Les élections ont eu lieu au Niger le 14 décembre 1958 et le 18 décembre 1958, une date très importante pour le Niger. Les conseillers sont venus, ils ont déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne s'appellent plus conseillers mais députés. L'Assemblée ne s'appelle plus le Conseil territorial mais l'Assemblée territoriale dans un premier temps, puis l'Assemblée constituante dans un deuxième temps. Le 18 décembre, elle est devenue Assemblée constituante et elle devait donner une constitution au Niger. Le 18 décembre, la République a été proclamée. Le président du Conseil des ministres, Diori, et ses ministres ont été élus. Le 12 mars 1959, la constitution rédigée a été adoptée. C'était la première constitution du Niger, mais la constitution du Niger autonome, c'est avec cette constitution que le Niger a fonctionné jusqu'à l'indépendance en 1960. Et en 1960, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta et Dahomey n'ont pas cherché automatiquement à aller vers l'indépendance. C'était au conseil exécutif de la communauté à Saint-Louis que le Mali, formé du Sénégal et du Soudan, ont demandé à accéder à l'indépendance au général de Gaulle. Le général de Gaulle a accepté, il a dit que c'est conforme à la Constitution, mais Houphouët-Boigny et les gens du Conseil de l'Entente n'ont pas approuvé cela et ils ont dit au général de Gaulle, moi aussi c'est comme ça, nous aussi on demande l'indépendance. Les 4 du Conseil de l'Entente sont partis à Paris, ils ont demandé au général de Gaulle de leur donner l'indépendance, il a accepté et ils ont fixé avec lui les dates de la proclamation de l'indépendance, le 1er, le 3, le 5 et le 7 août 1960. Et c'est comme ça que le Dahomey est devenu indépendant le 1er août, le Niger le 3 août, la Haute-Volta le 5 août, la Côte d'Ivoire le 7 août, et voilà. Et quand l'indépendance a été proclamée, les pays du Conseil de l'Entente ont refusé de signer des accords de coopération avant d'accéder à l'indépendance. Ils ont dit non, nous on veut l'indépendance inconditionnelle. Et c'est seulement après la proclamation de l'indépendance qu'ils ont signé des accords de coopération avec la France. Et sur le plan économique, c'était aussi important parce que quand on était dans le giron français, dans l'Empire français, donc constitué de la France et de possessions françaises, entre guillemets, empire transformé en Union française, composé de la République française et des territoires français, quand on était dans ces ensembles-là, et même à partir de 1957-1958 jusqu'à 1960, eh bien, on formait un grand ensemble et par conséquent un marché unique. Un grand ensemble au sein duquel il y a la liberté de circulation de personnes, puisque c'est l'ensemble français. La liberté de circulation des marchandises, la liberté de circulation des capitaux, la liberté de circulation des services. On n'avait pas de soucis par rapport au franchissement de frontières, on n'avait pas de soucis par rapport aux circulations de tout ce que je viens de dire. On n'avait pas de soucis par rapport donc aux 4 libertés, liberté de circulation des marchandises, liberté de circulation des personnes, liberté de circulation des capitaux, liberté de circulation des services. On n'avait pas de problème.
Mais à partir de 1959, à l'approche de l'indépendance, quand nos pays sont devenus des républiques autonomes, ils ont cassé les fédérations de l'AOF et de l'AF, et chaque pays est entré dans la communauté individuellement. Et les frontières se sont retrouvées tout de suite établies, rigoureusement. Alors chaque pays a gardé jalousement son territoire. Il est entré dans son territoire comme dans un cocon. Le Niger, avec ses frontières et sa superficie, 1 267 000 ou 1 287 000, ça dépend. Donc chaque pays a gardé jalousement son territoire avec ses frontières et avec son marché intérieur. Marché qui était composé de peu de population et avec de peu de revenus. Donc ce n'est pas des marchés solvables. Et les difficultés de circulation se sont établies. Pour aller du Niger au Mali, c'est tout un problème. Il n'y a pas de liberté de circulation des marchandises, il n'y a pas de liberté de circulation de capitaux, il n'y a pas de liberté de circulation de personnes ni de services. Entre nous et les uns et les autres, c'était comme ça. Alors on a balkanisé l'Afrique. Quand ils ont vu ces difficultés-là, les anciens de l'AOF, ils ont couru à Paris. Ils ont dit ça ne peut pas aller, il faut trouver une solution. C'est en ce moment qu'ils ont trouvé la première solution économique qui nous conduit jusqu'à la ZLCAF. Cette première solution, c'était de constituer une union douanière. Ils ont donc constitué une union douanière de l'Afrique occidentale, pour les pays de l'Afrique occidentale ancienne de l'AOF, moins la Guinée. De l'autre côté, l'AEF, Afrique équatoriale française, ils ont constitué aussi une union douanière de l'Afrique centrale. Au moins, avec cette union douanière, ils ont facilité les circulations des 4 choses dont je venais de parler. Ça, c'est un autre problème. Et le régime du RDA avait 2 dates en face de lui. La date du 18 décembre 1958, celle de la proclamation de la République autonome, et la date du 3 août, celle de la proclamation de l'indépendance. Il se trouvait que chaque 18 décembre au Niger était célébré par des grandes manifestations, surtout de jeunesse, des grandes manifestations culturelles. Il y avait ce qu'on appelait la semaine de la jeunesse du RDA. Toute la jeunesse du Niger venait ici à Niamey participer à des activités culturelles, des chansons qui étaient d'ailleurs très belles, comment vous appelez ça, des sketchs, des ballets, des danses, etc. Et ça faisait la joie, non seulement de la ville de Niamey, mais la joie de tous les pays. Et je vous assure que la jeunesse nigérienne avait excellé en ce moment-là. Et je me souviens de très belles chansons, même si je ne comprenais pas le germain. Des chansons qui résonnent encore dans nos cœurs. Il y a une semaine à peu près, j'ai vu 2 de ces chansons-là à la télévision, mais j'étais ému. Il y a une chanson là, Signalé. Mais ça, c'était une chanson de la semaine de la jeunesse. Et puis la chanson Tchakaïla. Ça, c'était une chanson de la semaine de la jeunesse. Et la chanson Tchakaïla, elle a eu un prix de l'AOF. Il y a eu un concours, je ne sais pas si c'était à Dakar ou à Bamako, où chaque année, les territoires envoyaient des délégations culturelles pour procéder à des concours. Et comme le Niger a eu un prix avec cette chanson de Tchakela. Et il a eu aussi un prix par rapport à la scène de théâtre Cabrin Cabra. Bon, donc le 18 décembre était occupé à cela, et s'ajoutait aussi les foires. C'est en ce moment qu'on a commencé à organiser les foires. Alors, finalement, le régime du RDA a choisi de fêter beaucoup plus le 18 décembre à cause de cette rencontre de toute la jeunesse nigérienne à Niamey que la fête du 3 août, qui pouvait être consacrée pendant la saison des pluies à lutter contre la désertification. C'est le moment le plus propice
pour lutter contre la désertification et pour planter des arbres. Le 3 août, au mois d'août, quand il pleut, il est quand même préférable de planter des arbres au mois d'août que de les présenter au mois de décembre. Même si vous-même on vous donne à choisir, je crois que vous choisirez le 3 août. Ce n'est pas parce que le régime d'Herdia avait banalisé le 3 août, mais c'est tout simplement, il lui fallait faire un choix par rapport à la spécialisation des 2 journées. Il a spécialisé le 10 décembre aux activités culturelles, donc aux grandes festivités, et souvent même avec les défilés, et il a spécialisé la journée du 3 août avec des plantations des arbres. Voilà ce qui concerne ce problème-là. Donc, l'indépendance, on l'a acquise donc en 1960, et depuis lors, sur le plan politique, vous voyez que le Niger a vraiment été précipité dans un cycle de transformation politique et de renversement du régime, puisque aujourd'hui, en Afrique, nous sommes l'un des pays, je dis, peut-être même nous sommes l'un des premiers, à avoir usé le maximum des régimes possibles. Depuis 1960, nous avons usé 9 constitutions. La constitution du 12 mars 1959, la constitution du 6 novembre 1960, celle de l'indépendance, la constitution de Arichébout de 1989, la constitution post-conférence nationale de décembre 92, la constitution du temps des Barrés de 12 mai 1996, la constitution du temps de Wanké du 18 juillet 1999. Ça fait déjà 6. Et la constitution comment il s'appelle, du temps de Tanja, celle de Tazartier, et la constitution du temps de Salou. Donc, et ensuite, il y avait une autre constitution qui, elle, n'avait pas été appliquée, et c'était la constitution qui a apporté révision de la constitution de Al-Chebou, constitution de la Deuxième République. Et vous voyez le régime encore que nous avons vécu depuis l'indépendance. Le régime civil de Djori, le régime militaire de Kouché, le régime militaire de Al-Chebou, le régime civil de Al-Chebou, le régime militaro-civil, enfin le régime en tout cas de la société civile de la conférence nationale, puis le régime de la Troisième République avec Maman Ousmane comme président, puis le régime militaire de Barré, puis le régime républicain de Barré, puis le régime militaire de Wanké, puis le régime civil de Tanja, etc., etc. Vous voyez que les régimes se sont cascadés comme ça les uns après les autres. Il y a eu une certaine instabilité. Fort heureusement, bon, il y a eu quand même une certaine stabilité de 1999, décembre 1999, l'an 2000, avec la constitution de la Ve République, et le régime de la Ve République a duré pratiquement jusqu'en août 2009, quand le président Tanja a fait adopter sa constitution de Tazartier. Puis, après le régime militaire de Salou, le régime actuel est en train de vivre sa 8e année. Il y a quand même là une certaine stabilité. Et nous espérons que, à la fin du 2e mandat du président Issoufou, quand nous aurons usé 10 ans dans le cadre de cette constitution de la Ve République, on va entrer encore dans un autre régime civil où les responsables seront démocratiquement élus. À ce moment-là, notre système politique serait stabilisé. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.